pendant les Jeux parce que tu as été un peu occupé, mais au décours. Je voulais aussi ajouter que Mathieu non seulement intervient depuis longtemps dans le centre de formation de la SSHA sur des thématiques aussi diverses que les trucs de la déglutition, l'alimentation du sportif, peut-être d'autres choses que je n'ai pas en tête, et que c'est un pilier de notre conseil d'administration. Je lui passe tout de suite la parole. Merci Sylvie. Déjà, donc, merci de m'avoir convié et sollicité pour intervenir ce soir. C'est peut-être un after-work un peu atypique, en tout cas, de ceux qui ont été jusque-là dispensés. Donc, juste pour parfaire, en tout cas, ma présentation, donc, je suis en effet diététicien nutritionniste. J'étais membre de l'équipe de France pendant 7 ans sur 110 mètres haies. Voilà, après quoi, j'ai intégré donc l'hôpital de la Petite-Salpêtrière. Et puis, j'ai été ensuite voilà, responsable, en tout cas, de toute la mise en place d'un logique d'éducation nutritionnelle chez le Petit Rat de l'Opéra, donc durant 14 années. Et puis, dernièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, j'ai toujours gardé un lien fort avec le milieu de l'athlétisme, et plus précisément la Fédération française d'athlétisme, notamment en intervenant de façon assez ponctuelle à l'occasion des regroupements des équipes de France sous forme collective, afin d'aborder en tout cas les spécificités nutritionnelles de chaque discipline. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'occasion en fait des Jeux Olympiques de Londres en 2012, eh bien, les Anglais, assez précurseurs sur beaucoup de sujets, et notamment dans le domaine du sport, ont mis en place ce que l'on appelle des cellules d'optimisation de la performance. Ces cellules en fait d'optimisation, elles ont pour objectif de faire en sorte de former l'athlète à tous les satellites de la performance. On sait qu'aujourd'hui, une médaille d'or, elle va parfois se jouer au centième, voire au millième de seconde en ce qui concerne l'athlétisme, et le 100 mètres, voire le marathon, notamment au championnat du monde à Tokyo, c'est joué au centième de seconde. Et donc, on voit très bien, voilà, on s'aperçoit, on comprend très bien qu'aujourd'hui, un titre qui va changer une vie, eh bien, peut se jouer au millième, voire au centième. Et donc, on a intégré aujourd'hui dans la préparation, en tout cas, des athlètes, alors tout sport confondu, parce que ce n'est pas spécifique à l'athlétisme, ce qu'on appelle ces cellules d'optimisation qui visent en fait à regrouper un ensemble d'experts et donc de former l'athlète à tous ces domaines que sont par exemple le sommeil, que sont la gestion des écrans, que sont la préparation mentale et enfin tout ce qui est en lien avec la nutrition. Et c'est à ce titre donc que la Fédération française d'athlétisme m'a sollicité 1 an avant les Jeux Olympiques pour intégrer cette cellule d'optimisation et faire en sorte voilà, de préparer nos athlètes pour le mieux par rapport à l'échéance donc, qui était à venir, à savoir les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, je vais vous partager quelques diapositives de façon à illustrer mes propos, de façon à ce que vous compreniez un peu mieux, en tout cas, le travail que nous avons pu mener ou que j'ai pu mener donc, dans le cadre donc, des Jeux Olympiques. Alors, dans un premier temps, donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé 1 an avant les Jeux Olympiques, ce qui veut dire en août 2023, et ce on va dire 1 mois avant une échéance majeure qui était les championnats du monde donc de Budapest, donc dernière échéance majeure avant les Jeux Olympiques pour notre équipe nationale, avec pour objectif, en ce qui me concernait déjà, de faire une évaluation et un bilan, notamment nutritionnel à visée diagnostique de notre équipe de France, avec donc bien évidemment une évaluation déjà donc de tous les apports, en tout cas alimentaires. Donc on a à peu près une équipe de France qui est composée de entre 70 à 80 athlètes. Pour les Jeux Olympiques, on avait une sélection de 84 athlètes. Donc tous qui se situaient aux alentours de entre le top 2 mondial et le top 20 mondial. Donc le gratin en tout cas dans notre discipline. Et l'idée était que je les rencontre tous de façon à faire voilà, des évaluations de tout ce qui était apport alimentaire, apport hydrique également. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la performance, en fait, l'un des premiers facteurs limitants de la performance, c'est la déshydratation, qui va jusqu'à une baisse du rendement physique aux alentours de 10%. Donc c'était important qu'on les évalue en faisant notamment, et à l'occasion des stages de préparation, des tests d'hydratation par réfractométrie, et avec, vous voyez, un résultat aux alentours de 40% d'athlètes qui étaient déshydratés.
Donc, pour autant, en s'adressant au top niveau mondial, eh bien, on s'apercevait qu'on avait quand même des gains assez importants à gagner, notamment sur ce sujet-là. J'allais aussi évaluer donc tout ce qui était répartition journalière, structure de repas, l'utilisation également des compléments nutritionnels, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qui dit sport de haut niveau dit utilisation de compléments. Alors, à tort ou à raison, avec des posologies pas toujours bien suivies, bien adaptées, et puis aussi m'assurer que les stratégies, en tout cas nutritionnelles péricompétitives, étaient pour le mieux adaptées et aussi adaptées au type d'effort qui allait être donc demandé. Et enfin, il y avait également tout un bilan aussi anthropomorphique visant donc à évaluer la composition corporelle de nos athlètes quant au fait de savoir, à 15 jours donc d'une échéance telle que les championnats du monde, eh bien, s'ils étaient tout simplement affûtés, hein, sachant qu'au top niveau mondial, aujourd'hui, on dispose en tout cas de données suffisantes qui vont nous permettre en tout cas d'avoir un certain profilage du top 8 mondial. Alors, à titre d'exemple, on sait qu'aujourd'hui, un marathonien qui va courir en moins de 2h06, eh bien, c'est un sujet qui a un pourcentage de masse grasse qui sera inférieur ou égal à 6%. Donc, on sait qu'au-delà de 6%, eh bien, il ne pourra pas prétendre à un top 8 mondial. Donc, on dispose quand même de plusieurs indicateurs aujourd'hui qui vont nous permettre d'avoir et de faire une certaine prédiction en amont, en tout cas, d'un championnat majeur. Alors, les objectifs donc de ce bilan, bien évidemment, c'était de mettre et de définir des stratégies bien particulières et bien adaptées, en définissant notamment des plans d'hydratation, ça c'était important, et de considérer et de prendre en considération notamment tous les facteurs atmosphériques, et de majorer, si besoin, justement, l'apport hydrique par heure d'activité physique, de revoir toutes les stratégies. Alors, je vais vous montrer un peu des exemples de formalisation de ces stratégies péricompétitives. Alors, j'entends par péricompétitif avant l'effort, pendant et après, et vous montrer que, on va travailler au gramme de glucides près, et ce, donc, rapporté. Hop, je vais partager. C'est rien. Je fais des bêtises. Voilà, rapporter au poids de corps et puis réajuster les apports nutritionnels. L'idée étant, on sait qu'aujourd'hui, et je vais vous le montrer, à travers notamment ce que l'on appelle cette pyramide alimentaire de la performance sportive. Alors, vous avez à droite bien une pyramide, au sens propre du terme, avec, comme vous pouvez le distinguer, 3 strates. Ces 3 strates, en fait, elles correspondent tout simplement, et la première, à ce que l'athlète va faire au quotidien. Ce quotidien, pour autant, il va devoir être modifié en fonction des phases de préparation dans lesquelles l'athlète se situe. On va distinguer les phases de préparation de travail général ou spécifique, avec, pour exemple, la nécessité de majorer l'apport protéique, par exemple, à des fins donc, de prise de masse musculaire. Et également, on va aussi jouer, donc c'est ce que l'on appelle plus précisément la notion de périodisation nutritionnelle. Ensuite, sur cette deuxième strate, on s'aperçoit que on va devoir aussi porter une attention toute particulière à l'utilisation de tout ce qui est produit de diététique de l'effort. J'entends par là toutes les boissons glucidiques, de récupération, les boissons d'attente, les boissons d'effort, notamment tout ce qui est gel glucidique, par exemple. Et enfin, au sommet de la pyramide, on voit que on ne peut aussi et on doit absolument s'intéresser à cette notion de complément nutritionnel. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on dispose de nombreuses, en tout cas, méta-analyses qui vont, et qui ont aujourd'hui certifié que l'utilisation de tel ou tel complément, avec des posologies bien définies, vont permettre, en tout cas, une certaine plus-value en termes de performance. Cependant, ce qui est important, c'est que, et vous le voyez apparaître, que la base de cette pyramide, c'est quand même 75% de la performance que l'athlète va faire au quotidien pour 20% de l'alimentation péricompétitive et les compléments ne représentant que 5%. Or, qu'est-ce qu'on constate majoritairement pour autant dans le monde de sport de haut niveau? Eh bien que les athlètes vont avant tout, en tout cas, considérer que je fais du haut niveau, donc par définition, je dois consommer des compléments nutritionnels
et pensent naïvement que l'utilisation de ces compléments nutritionnels eh bien, va leur permettre de gommer en fait ce qui n'est pas fait en amont, c'est-à-dire au quotidien. Et donc, alors, je ne vais pas vous faire part quand même qu'on a ce type de pyramide très exactement sur une équipe nationale, en tout cas pas en athlétisme, mais cependant, on n'est pas encore arrivé au résultat de la pyramide qui est à droite, à savoir on a encore beaucoup d'athlètes qui vont notamment utiliser des compléments nutritionnels sans pour autant se soucier quant au fait de maîtriser déjà en amont les bases fondamentales de l'alimentation. Alors, si on commence par l'utilisation justement des compléments nutritionnels, eh bien, vous voyez qu'on dispose des résultats de cette méta-analyse qui met en avant tout simplement, en distinguant, comme vous pouvez le voir sur la gauche, la nature des disciplines, la spécificité des disciplines, eh bien, quels sont les compléments nutritionnels qu'il va falloir privilégier en fonction de sa discipline. Donc, à titre d'exemple, eh bien, pour ce qui est des épreuves de sprint, on va devoir s'intéresser à l'utilisation de caféine ainsi que de créatine et également de tout ce qui est produit de diététique de l'effort. Alors, ceux qui sont éligibles à tout type de complément, forcément, sont, comme on les appelle plus familièrement, les combinards, c'est-à-dire les athlètes pratiquant les épreuves combinées, c'est-à-dire le décathlon pour les hommes ou l'heptathlon pour les féminines, qui forcément sont des athlètes éligibles à l'ensemble donc des compléments de type caféine, créatine, nitrate, bêta-alanine, bicarbonate. D'accord ? Donc, autant de protocoles que l'on va devoir formaliser et adapter aux athlètes. Alors, à partir de ce tableau, eh bien, mon objectif, alors, on ne va pas les passer tous en revue parce que ce n'est pas l'objectif et on n'a pas le temps, mais voilà, c'était vraiment de formaliser la totalité donc, de ces protocoles de façon à que chaque athlète puisse en tout cas se les approprier au mieux. Et vous voyez qu'on va parler de 65 mg pour ce qui est de la bêta-alanine par kilo de poids par jour en 2 prises avec des protocoles bien définis, en tout cas à l'approche des compétitions, au même titre que pour la créatine ou les nitrates, ou la caféine, par exemple, où on va utiliser notamment des gélules de caféine dosées à 100 mg, avec des recommandations qui vont se situer entre 4 à 6 mg par kilo de poids par athlète, avec, par exemple, un temps de latence qui sera aux alentours de 45 à 60 minutes avant l'effort. Également des utilisations de bicarbonate de sodium, de façon notamment à tamponner l'acidité dans les spécialités qui vont privilégier les filières anaérobie lactique, d'accord, pour justement prolonger l'effort et le pourcentage en tout cas effectif maximal. Donc ça, c'était en ce qui concerne les compléments et avec, bien évidemment, aussi, parce qu'on sait que dans le milieu du sport, aujourd'hui, 80% des athlètes qui sont contrôlés positifs à cause donc, de compléments nutritionnels qui n'ont pas été préalablement checkés ou qui ne sont donc pas labellisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, par définition, pour beaucoup d'athlètes, s'ils sont vente libre, c'est qu'ils sont, somme toute, sans danger. Donc, comme je vous l'ai dit, 80% des athlètes positifs aujourd'hui le sont à cause de produits, donc on peut dire anodins, de type créatine ou bêta-alanine, produits qui, pour la plupart, en tout cas, sont aujourd'hui, la plupart, 35% des produits du marché, c'est une dernière étude qui nous dit que sont pollués, en tout cas, par des produits dopants. Pour ce qui est donc de la deuxième strate relative à tout ce qui est alimentation péricompétitive, eh bien là aussi, il était important de formaliser des protocoles visant à renseigner en tout cas l'athlète concernant ses stratégies nutritionnelles afin d'optimiser notamment ses stocks glycogéniques en amont de son épreuve, pendant et après à des fins donc d'optimisation de la récupération. Et vous voyez ici que en amont, eh bien, on considère bien évidemment ce temps de latence de 3 heures à peu près entre la fin du repas et le début de l'échauffement donc sans apport exogène, quoique on commence à partir de 2 heures à considérer qu'il est nécessaire de commencer à se resucrer de nouveau avec, vous voyez, des dosages qui sont aux alentours de 0,5 g donc de glucides par kilo de poids. Donc l'idée, c'était aussi de leur rendre la chose plus simple
en leur proposant une solution de ration glucidique solide ou liquide par l'utilisation de boissons énergétiques d'attente ou d'effort, en les renseignant aussi quant au fait d'éviter en tout cas la consommation notamment de boissons énergisantes ou de produits laitiers au lait entier ou de fruits à coque, qui sont donc autant de produits qui vont présenter des risques pour la performance, d'hypoglycémie réactionnelle notamment, ou voilà, de digestion pas optimale et très énergivore et qui iront forcément à l'encontre du rendement physique. Autre exemple, donc, ici vous avez tout simplement, voyez, le protocole donc de ravitaillement de nos marathoniens à l'occasion donc du marathon. Donc, vous voyez, vous avez ici une ration d'effort donc qui se situe à 80 grammes de glucides par litre et par heure d'effort. Alors, vous voyez qu'on va, par exemple, donc, on avait des ravitaillements, mais généralement, c'est surtout les gros marathons de compétition, tous les 5 km, donc avec la possibilité à ce moment-là, forcément, de se réhydrater tout en ingérant aussi des glucides. Et donc, on évaluait très précisément la quantité, vous voyez, glucidique d'apport, donc tous les 5 km, tout en tenant compte non seulement du volume absorbé, ça c'est important, correspondant à peu près à 4 à 5 gorgées pour optimiser le confort gastrique, et également en veillant à ce que la température de la boisson se situe aux alentours de 10 à 15 degrés. Pas facile, d'autant plus que les conditions étaient pour le moins très chaudes. Aux alentours, ils ont couru entre 28 ou 30 degrés. Donc, conserver une boisson à 10-15 degrés. Donc, on avait pour ceux, bien sûr, des glacières. Alors, bien évidemment que ce plan, en tout cas, de ration d'effort, il est évident que ce sont des plans qui sont préalablement testés et évalués. Et là aussi, c'est une des missions d'une cellule d'optimisation, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'entraînement, bien sûr, physique, physiologique, mais il y a une notion aujourd'hui nouvelle dans le milieu du sport de haut niveau, et notamment ceux qui ont nécessité à l'effort d'ingurgiter des grandes quantités de glucides, d'entraînement du tube digestif. On va aussi entraîner le tube digestif sur des périodes de 6 à 8 semaines, visant justement à faire en sorte qu'il soit en capacité de pouvoir absorber de grandes quantités de glucides, avec donc des ratios bien définis entre l'apport glucose, fructose, d'accord, pour donc mobiliser un maximum de récepteurs et ainsi faire en sorte que l'organisme puisse bénéficier d'un apport glucidique le plus important possible à l'effort sans trouble digestif. Donc tout ça, ce sont des stratégies qui sont bien sûr testées et évaluées et modifiées si besoin en amont de la compétition. Pour ce qui est des boissons de récupération, eh bien, aujourd'hui, il y a un consensus fort sur ce sujet-là qui vise en fait à cibler un moment post-effort que l'on nomme la fenêtre métabolique. Physiologiquement, c'est un moment où l'organisme va être le plus à même de se régénérer. Et si sur ce laps de temps, donc dans les 2 heures qui suivent l'effort, on est à même de pouvoir apporter aux alentours donc de 0,3 g de protéines par kilo de poids et 1 g donc de glucides dans les 30 minutes à 1 heure post-épreuve, eh bien, on est en capacité de pouvoir faire gagner à peu près 48 heures à 72 heures de temps de récupération à l'athlète. Donc, c'est évident que sur des périodes d'entraînement intensives et quotidiennes, voire biquotidiennes, eh bien, la récupération, c'est forcément un facteur déterminant pour justement être en capacité de pouvoir s'entraîner le plus possible et dans les meilleures conditions. Alors, quand on sait ça, bien après, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de leur proposer, on va dire, des recettes. Donc là aussi, proposition d'apport glucidique et protéiné solide via des barres de céréales hyperprot, ainsi que l'autre possibilité, c'est d'utiliser des boissons de récupération. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dispose quand même d'un attirail, si je peux dire, en tout cas, et d'une proposition par les industriels de boissons, en tout cas, d'efforts, de récup, qui sont extrêmement pertinentes dans leur composition. Et donc, l'intérêt, c'est d'adapter vraiment le dosage de celle-ci en fonction de son poids de corps pour, encore une fois, optimiser donc toute la récupération musculaire. Alors, ça, c'est le troisième volet qui est le plus important et qui, aujourd'hui, c'est une notion
qui est assez nouvelle dans le sport de très haut niveau, qui vient du cyclisme, parce qu'il faut bien dire que le cyclisme aujourd'hui a quand même une longueur d'avance sur ce sujet-là, sur beaucoup, beaucoup de sports, donc ils sont pour nous forcément très inspirants. Et le cyclisme, en fait, a mené beaucoup, beaucoup d'études quant au fait et la nécessité surtout de modifier ces apports tant glucidiques, lipidiques que protéiniques en fonction donc des phases de préparation dans laquelle va se situer l'athlète. Donc, on va distinguer 4 phases plus précisément. La phase donc de préparation générale, la phase de préparation spécifique, la phase de compétition et enfin ces phases de transition. En athlétisme, on va dire 2 phases de transition qui font suite, dont la première fait suite à la saison hivernale, qui ensuite, après, l'athlète va repartir sur de nouveau un cycle de travail foncier et général important, et bien évidemment la phase faisant suite à la fin de saison, qui va être une période de vacances, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'aider l'athlète, voilà, à optimiser ses apports à l'occasion et adapter aux besoins de l'organisme ses apports alimentaires par rapport aux objectifs de travail et de développement physique recherchés. Alors, comment on fait par rapport à ça? Parce que c'est assez compliqué. Donc là, on est en train, alors c'est un peu une avant-première, de travailler sur une application nutritionnelle que je vais essayer donc de vous ouvrir. Alors, est-ce que je vais l'ouvrir avec... Oui. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train, alors, on n'est pas les premiers, mais aujourd'hui, chaque athlète de haut niveau, en fait, dispose de ce qu'on appelle un athlète. Ah, excusez-moi. Ça s'est fermé. Je crois que ça s'est ouvert et fermé. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on appelle un AMS. Un AMS, c'est un Athlete Management System. Comme vous pouvez le voir, ils ont donc ça sur leur téléphone. Et l'idée étant qu'ils puissent avoir à proximité, notamment, voyez, tout ce qui est testing ou monitoring, leur programme de compétition, leur programme de stage également, tout un programme de nutrition, et c'est ce que je vais un peu vous montrer aujourd'hui. Et donc, sur cet onglet nutrition, si je clique dessus, eh bien, vous allez avoir comme exemple notre médaillée olympique, Sirena donc Samba Mayela, médaillée d'argent sur le 100 mètres haies. Alors, c'est juste pour vous montrer en quoi consiste cette application. L'athlète va renseigner son sexe, son poids, sa taille, parce que comme vous avez pu le voir, eh bien, tous les apports doivent être en tout cas corrélés au poids de l'athlète. À ce titre, l'athlète va de plus préciser donc sa discipline, la phase de préparation, comme je vous ai préalablement montré, dans laquelle il se situe, le secteur travaillé du jour. Donc, il va y avoir plusieurs possibilités. Alors, voilà, soit il fait de la musculation, de la vitesse, et en fonction du secteur, eh bien, il existe aussi, comme vous pouvez le voir ici, de multiples différents types de séances spécifiques. Et en fonction de ce que l'athlète va enseigner, eh bien, alors si je mets ça par exemple, eh bien, il va avoir ici tout un tableau qui va apparaître avec les apports en macronutriments recommandés, rapportés au poids de corps. À partir de là, parce que l'idée de cette application, c'est pas, il faut que l'athlète soit acteur. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est que ce soit lui qui réalise ensuite son repas. Donc, s'il sélectionne le déjeuner, eh bien, il va très précisément choisir le type de repas avec des photos visant à le renseigner sur le grammage, en tout cas, qu'il consomme. Et il aura ainsi un tableau final. Voilà, il va rajouter donc ce qu'il consomme et ainsi se rapprocher des apports nutritionnels recommandés, préalablement définis par toutes les caractéristiques qu'il aura rentrées. Donc, nous n'avons pas encore finalisé cette application parce qu'aujourd'hui, on va signer d'ailleurs
un partenariat, si je peux dire, avec l'université Paris-Est de Créteil, de façon à ce que ce soit voilà, une application qui, je pense, va faire, voilà, qui devrait, je pense, intéresser beaucoup d'athlètes et de sportifs au sens plus large du terme, avec pour objectif aussi de pouvoir notamment le développer et puis le simplifier aussi pour l'offrir à de simples licenciés qui ont des objectifs de course à leur niveau, mais avec toujours, quoi qu'il en soit, la nécessité voilà, de devoir adapter leur alimentation à leur type d'effort. Voilà, j'en ai fini en tout cas de ma présentation et je suis voilà, tout oui à toute question. Le président du conseil scientifique a quelques questions. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. On a hâte de voir ce que va donner l'application parce que ça a l'air vraiment très, très individualisé, en fait, très, très intéressant. Moi, j'ai une question sur l'hydratation parce que moi, je ne sais pas bien m'hydrater. L'hydratation, il y a une cinétique d'hydratation qui est fonction des individus et est-ce que chaque individu a besoin de la même quantité d'eau pour la même morphologie ou pas? Alors, bien sûr que non, malheureusement, ce serait trop simple. On n'en est pas encore là aujourd'hui à individualiser, on va dire, les stratégies d'hydratation, bien que aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens de pouvoir évaluer les besoins hydriques d'un athlète, c'est de le peser avant sa séance et de le peser après sa séance. Parce que là, pour le coup, on a une recommandation qui est celle de multiplier son apport hydrique par 1,5 après l'effort. Maintenant, il est évident que deux athlètes pour autant du même niveau, du même poids, représentant le même poids de corps, vont avoir en effet des pertes hydriques qui vont leur être propres. Donc, appliquer un plan unique à l'ensemble des athlètes, ce serait une erreur. Cependant, comme je vous l'ai dit, les premiers tests d'hydratation que nous avons réalisés ont mis en avant que 40% de notre équipe de France, donc on est quand même en équipe de France, on a quand même des athlètes qui s'entraînent quasiment 5 heures par jour, et bien 40% étaient déshydratés. Donc déjà, l'idée première, c'est d'essayer de corriger en tout cas déjà cette déshydratation chez chacun. Et lorsqu'on sera arrivé, alors certains déjà s'hydratent très très bien, donc pour eux, on sait que voilà, on est bien, ils sont bien, et c'est un sujet qu'ils maîtrisent. Et puis les autres, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fonctionne sur, on va dire, des recommandations relativement larges, allant de 300 ml à 700 ml par heure d'effort. Et j'ai trouvé là dernièrement d'ailleurs des recommandations un peu plus fines de Suédois qui ont fait un gros travail sur le sujet où on est au millilitre par kilo de poids. Mais voilà, avec des écarts quand même qui sont assez importants, quoi qu'il en soit. Merci, c'est beaucoup. C'est très impressionnant. Bon, c'est écrit un peu petit, alors et puis je ne vois pas bien, donc je n'ai pas tout lu en détail. Hein. Bon, mais vraiment, je suis impressionnée. Surtout que vraiment, la nutrition, c'est hyper complexe. Et puis, les sportifs, il y a ceux qui courent, il y a les muscles qui veulent du sucre, et puis il y a les muscles qui veulent du gras, et puis il y a les courses qui durent 6 secondes, et puis il y a les courses qui durent presque 1 heure. Enfin bon, alors donc, en fait, le logiciel va prendre en compte tous ces... Bon. Alors, déjà, moi, je suis admirative. Ensuite, j'ai entendu qu'il y avait une grande partie des aliments qui étaient proposés qui étaient en fait des pièges pour les sportifs, puisqu'ils pouvaient être porteurs de molécules interdites. Hein, et ça, c'est incroyable. Et je ne sais pas si vraiment tous les sportifs en ont conscience. Alors, les hauts sportifs, peut-être, mais les sportifs comme vous et moi,
un peu mieux que moi. Je ne suis pas sûre qu'ils en aient conscience de ça. Et en fait, ces aliments qui sont vendus pour des sportifs, moi, j'ai absolument pas confiance en eux. Pourquoi? J'ai peut-être tort, hein. J'ai l'impression que c'est de l'ultra transformé à longueur de temps et que donc la matrice est pas bonne du tout et qu'au niveau de l'absorption intestinale, en fait, pour un sportif, qu'est-ce qui vaut mieux? De l'ultra transformé avec de l'absorption ultra rapide ou des éléments avec des matrices qui respectent des vrais aliments et qui ralentissent l'absorption? Ou est-ce qu'il faut calculer tout ça en fonction du fait qu'on court vite ou qu'on court longtemps? Enfin, est-ce que la matrice est prise en compte dans les aliments conseillés? La réponse est non, malheureusement. Aujourd'hui, l'idée, en tout cas, de la nutrition du sport, bon, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est bon pour la santé de faire du sport à très haut niveau de performance? Exactement là-dessus que j'allais. La réponse est non. La réponse est non. D'accord. Non. S'entraîner à très haute intensité, 5 à 6 heures par jour, vous dire que vous allez vieillir avec des bons tendons d'Achille ou des bons tendons, non. Moi, encore aujourd'hui, j'ai arrêté ma carrière, ça fait 30 ans. Bon, bah, je sais que voilà, quand je commence une activité physique, comment dire, c'est marrant parce que l'intention est toujours la même, mais le moteur est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'il faut que j'observe en tout cas un temps de préparation et de chauffe certainement supérieur à une personne qui n'a pas fait de sport de haut niveau. Ça, c'est une certitude. Et il en va de même pour tous ces compléments nutritionnels qui vont être conseillés. D'accord. L'objectif de ces compléments, c'est d'avoir une efficacité la plus rapide possible. Donc, par définition, la matrice n'y est pas. C'est une certitude. Quand ingurgiter, aller jusqu'à 150 grammes de glucides par heure d'effort, physiologiquement parlant, aujourd'hui, à l'effort, on est en capacité d'ingurgiter à peu près 90 grammes de glucides, à condition qu'il y ait un ratio de à peu près de 60 grammes de glucose pour 30 grammes de fructose. Si on reste sur un même sucre, c'est pas possible. Physiologiquement, l'organisme ne sait pas le faire. Donc, on arrive pour autant à monter jusqu'à 150 grammes. Alors, on a bien évidemment des problèmes aujourd'hui, notamment post-saison avec des dysbioses majeures, des problèmes digestifs majeurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sportif de haut niveau, il a une capacité et une qualité qui est celle d'une régénération, en tout cas des tissus, qui est accélérée par rapport à Monsieur Tout-le-Monde. Un sportif de haut niveau, par définition, c'est quelqu'un d'exceptionnel, en fait, qui a, voilà, intrinsèquement des qualités et une prédisposition génétique exceptionnelle. Donc, c'est difficile de raisonner avec eux comme avec Monsieur Tout-le-Monde, parce que c'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Moi, bon, voilà, pour m'être occupé pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup de nutrition clinique à la Pitié-Salpêtrière, donc de l'oncologie, de la chirurgie digestive. Et voilà, on a affaire à des êtres exceptionnels qui, voilà, et il est très difficile de les mettre dans des cases, en fait, parce qu'encore une fois, ils ont des capacités de régénération qui sont phénoménales. Venez assister à une compétition pour voir, visuellement parlant, à quoi ressemble un 100 mètres couru en moins de 10 secondes. Ben, vous serez très impressionné par la fréquence gestuelle, par l'élasticité musculaire, par la fluidité du mouvement. Voilà. Et en fait, cette capacité exceptionnelle qu'ils ont à réaliser des performances, en fait, elle est à tous les niveaux. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, un marathonien qui court en 2h05 minutes, c'est un marathonien qui non seulement a un seuil aérobie qui est exceptionnel, qui a une capacité digestive d'absorption glucidique exceptionnelle, et qui sort, oui, complètement des standards, et qui pourrait nous faire penser que... Alors, je vous rassure, hein, une carrière de sportif de haut niveau, c'est relativement éphémère aussi. Merci, c'était vraiment passionnant de bout en bout et on a envie d'en entendre et d'en savoir encore et encore plus. Mais c'est justement l'une de mes remarques, sans que ce soit une vraie question, c'est que ce n'est pas applicable, ce n'est pas exportable à tout un chacun. C'est une chose ce que vous faites
avec les sportifs de haut niveau est autre chose que de parler de sport pour la santé. Et d'ailleurs, maintenant, on ne parle plus de sport, mais d'activité physique. Je passe mon temps, mais j'ai des patients un peu particuliers, puisqu'il s'agit de troubles du comportement alimentaire, à leur dire, mais le sport, c'est très mauvais pour la santé. Ça use les articulations, ça use les tendons, ça fait éventuellement des tassements vertébraux, etc. Bon, j'exagère le trait, moyennant quoi, et c'est peut-être la question, est-ce qu'on peut quand même tirer de toutes ces choses hyper complexes, hyper fines, des enseignements pour la nutrition des sportifs du dimanche ou de 3 fois par semaine, qui, à mon avis, ont tendance, parce qu'ils voudraient être à un haut niveau, à enfiler le maillot du haut niveau, à acheter les chaussures du haut niveau et à boulotter des aliments du haut niveau en se disant « je suis un sportif du haut niveau ». Bah, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur automobile, aujourd'hui, les grandes marques, en fait, sont des marques qui ont des écuries de Formule 1. Et en fait, ils apprennent beaucoup et ils expérimentent beaucoup, en fait, de pièces qui vont monter ou solliciter à des intensités telles qu'ils vont ensuite pouvoir les utiliser sur des voitures de série qui seront beaucoup moins, en tout cas, sollicitées. D'accord ? C'est un peu la même chose. C'est un laboratoire. Hein. Le sportif de haut niveau, oui, c'est un laboratoire qui va après nous permettre forcément et c'est tout l'intérêt notamment de notre travail qu'on fait au niveau de l'optimisation de la performance, où on pousse les curseurs au plus haut et on sait pertinemment que en simplifiant tous les process et les protocoles, on va pouvoir répondre de façon très pertinente à des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs chronométriques ou métriques, d'accord, mais qui vont pouvoir aussi bénéficier de toute l'expertise qu'on développe à des fins donc de performance moindre, bien sûr. Mais, on parle dans le micro, question subsidiaire, est-ce que toi ou d'autres font des formations pour les sportifs de la semaine et pas de haut niveau par rapport à l'équilibre alimentaire? Alors, oui, dernièrement, j'ai été de plus en plus sollicité parce que vous avez toutes les marques aujourd'hui donc de vêtements et d'équipements sportifs en fait qui créent, c'est un peu dans l'air du temps, des communautés hein, de coureurs qui sont ni plus ni moins des personnes comme nous tous, si je peux dire. Et vous pouvez intégrer une communauté, c'est gratuit. Et donc, l'idée pour fidéliser cette communauté, eh bien, c'est de leur apporter cette petite plus-value et donc de solliciter des experts de façon à pouvoir justement leur apporter de l'information relative notamment à la nutrition, à l'alimentation, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ces gens-là, bon, ont le rêve de pouvoir courir un marathon, hein, qui est une distance quand même mythique. Et un marathon sans apport glucidique exogène à l'effort, eh bien, on ne le finit pas. On a beau être numéro 1 mondial ou numéro 200, s'il n'y a pas d'apport exogène pendant l'effort, on n'ira pas au bout. Donc, on sait pertinemment que c'est un sujet qui vont, par la force des choses et par obligation, ils vont devoir s'y intéresser. Donc, c'est important que de les guider dans ce sens-là, sans avoir l'objectif de monter à 150 grammes de glucides par heure avec des stratégies extrêmement pointues. Pourquoi? Déjà, d'une part, parce que en pratique, ce n'est pas possible. Parce que les coureurs élites, en fait, ils ont des ravitailleurs. Tous les 5 km, on leur donne. Mais le coureur lambda, lui, il faut qu'il ait tout sur lui au départ. Donc, il va peser 10 kilos en plus au départ, ce qui ne sera pas forcément un cadeau, en tout cas, pour réaliser un chronomètre à la hauteur de ses objectifs. Voilà. Des applis. D'autres questions? Oui. Excusez-moi de vous tourner le dos un peu trop souvent. Des questions? Alors attendez, on va peut-être aller dans la conversation. Alors, désolée, nous arrivons, je confirme. Alors. Alors, nous n'arrivons pas à voir ce que vous projetez. Je demande si c'est. Alors, c'est l'appli qui passe par les. Ah, l'appli. Oui, c'est vrai que c'est. L'application, ça ne m'étonne pas parce que malheureusement, je dois aller. En fait, elle va sur le serveur de la CD chercher le. C'est un peu normal aussi. Voilà, bon, c'était juste un prototype et vraiment la préface de celle-ci.
Je suis désolé, mais j'ose espérer que vous y aurez accès. D'autant plus en vous licenciant à la Fédération française d'athlétisme, vous aurez une version simplifiée de celle-ci. La version PowerPoint pour mettre en ligne peut-être. Oui, la complètement. PowerPoint, oui, mais l'appli, non. Non, l'appli, non. Voilà. Moi, j'ai une question justement à propos de l'appli. Si je peux me permettre. Hein. Cette appli, elle a très certainement demandé des heures et des heures de travail. Et en fait, c'est pour optimiser les performances d'une équipe nationale. Alors, ça se partage ou ça ne se partage pas, ce genre d'infos? Dans l'immédiat, il ne va pas tellement se partager. Ah oui. Ça, c'est une certitude. Dans l'immédiat, ça va rester une exclusivité, en tout cas, de l'équipe de France d'athlétisme. La version qui sera partagée sera une version beaucoup plus simplifiée, d'accord, parce que l'idée étant aussi de pouvoir offrir à l'ensemble des licenciés une application visant en tout cas à les renseigner sur les fondamentaux en termes donc de nutrition et de stratégie nutritionnelle à mettre en place par rapport à la préparation de telle ou telle épreuve, d'accord, mais avec une version beaucoup plus simplifiée. Mais avec cependant un objectif qui sera identique à celle que je vous ai montrée, à savoir que le coureur et l'athlète soient acteurs. C'est-à-dire, il n'est pas question de lui dire, il faut que tu fasses ça. Non, ça va être à lui, par rapport aux recommandations, de faire son propre menu, tout en tenant compte de ses goûts et dégoûts, de ses aversions alimentaires, d'accord? Ce sera vraiment à lui, de comprendre aussi quel est l'intérêt d'équilibrer son alimentation et notamment sa répartition journalière par rapport au type d'effort. Il aura aussi la possibilité de rentrer, par exemple, ses horaires d'entraînement et d'avoir ainsi une planification de prise alimentaire par rapport à ses horaires, de façon à ce qu'il ne sorte pas de table un quart d'heure avant d'aller courir pendant 1h30, parce que ce sont autant de sujets qui sont extrêmement importants et que peu de gens, en fait, maîtrisent. Donc, heureusement, on n'est pas là avec le top niveau, mais quoi qu'il en soit, le top niveau, ça reste en tout cas, alors certes des athlètes avec des qualités exceptionnelles, mais ça reste des jeunes qui n'ont pas forcément tous reçu la même éducation nutritionnelle. Nos jeunes, on a notre équipe de France, elle commence à l'âge de 20 ans, hein, on a des très jeunes qui ont 20 ans, et puis les plus anciens ont 35 ans, alors c'est sûr que 15 ans de différence, ça change beaucoup de choses en termes d'expérience, forcément, et d'expertise aussi. Chez les 20 ans aujourd'hui, alors on s'efforce justement, et c'est pour ça qu'on a aussi, et je vais le finir, mais rédigé tout un programme d'éducation nutritionnelle visant à essayer de sensibiliser nos équipes de France, nos très jeunes, hein, donc les U16, à savoir les 14-15 ans, on va commencer déjà à leur parler. Alors, on va commencer par les bases fondamentales déjà, et puis intégrer dès l'âge de 17 ans, 18 ans, bien déjà des aspects plus spécifiques à la pratique sportive, en intégrant notamment des notions telles que les rations d'effort, les rations d'attente, les rations de récupération, pour que, dès qu'ils vont intégrer l'équipe de France élite, ils aient déjà en tout cas une certaine maîtrise de ces notions. Mais ceci dit, vous voyez, je vous ai montré la notion de complément nutritionnel. On n'utilise pas, ou en tout cas on se refuse à utiliser les compléments nutritionnels chez les 18-19 ans. C'est-à-dire la dernière, c'est la catégorie junior, qui est la catégorie, on va dire, terminale, avant d'intégrer en tout cas le monde élite, le monde senior. Voilà. Parce qu'on ne veut pas non plus griller les étapes. Une question. Comment pouvons-nous faire pour choisir les compléments alimentaires pour les sportifs amateurs pour optimiser notre récupération? Comment on peut Alors, déjà, il existe, hein, sachez que ma question porte sur la qualité de ces compléments. Alors déjà, on remettra, je pense, ma présentation en ligne. Je vous ai montré à la fin donc du chapitre complément nutritionnel deux labels, hein, une labellisation. C'est-à-dire, ce qui est important déjà, c'est de s'assurer que
les compléments que vous allez utiliser soient labellisés. Alors, il existe deux types de normes. Une norme qui, au début, est française, qui est la norme AFNOR, donc 1744, qui aujourd'hui est devenue européenne, d'accord? Donc, c'est une norme, en fait, qui garantit déjà la composition du produit, que celui-ci n'est pas pollué par des substances potentiellement dopantes, d'une part, et d'autre part, dont la composition est relativement pertinente par rapport, en tout cas, à l'objectif recherché. Et vous avez pour tout autre produit hors Union européenne la norme Sport Protect qui va aussi garantir que le produit, en tout cas, enfin que la composition de celui-ci est bel et bien celle renseignée sur le packaging. Cependant, là où je souhaite apporter juste une précision, c'est que pour tous ceux qui ont déjà utilisé des compléments, eh bien, vous voyez que les posologies, en fait, que vous pesiez 30 kg ou 120 kg, sont exactement la même. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une seule sur le packaging. D'où l'importance, bien évidemment, d'adapter cette posologie à votre poids de corps, de façon à ce que le complément, en fait, ne se retourne pas contre vous et ne soit pas plus délétère que bénéfique. Et c'est là où j'insiste sur la place du diététicien nutritionniste pour vous accompagner. Parce que même si on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet, un spécialiste qui vous accompagne si vous voulez faire du sport à un certain niveau ne peut être que bénéfique. Enfin, tu ne pouvais pas le dire. Mais... Non, mais complètement. Merci Sylvie de l'avoir précisé. Mais cependant, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Hein. À titre indicatif, lorsque j'ai réalisé le premier bilan de notre équipe de France, donc en amont des championnats du monde, eh bien, on avait à peu près 80% d'athlètes qui utilisaient des compléments nutritionnels. Et parmi ces 80%, seulement 35 avaient consulté un professionnel de santé. Et un professionnel de santé de type diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste. Donc, tout ça pour dire que c'est loin d'être évident, même pour les sportifs de très haut niveau. Merci. Là, on a parlé de l'athlétisme. Est-ce qu'il y a des démarches un peu similaires pour d'autres sports, donc sports plus collectifs, foot, rugby et autres, au niveau des fédérations? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, concrètement, toutes les équipes nationales, tous sports confondus, disposent maintenant, et ce depuis alors Paris 2024 a grandement accéléré ce processus donc de mise en place de cellules d'optimisation de la performance. Encore une fois, les précurseurs sont les cyclistes. Ça, là-dessus, ils ont vraiment une longueur d'avance. Alors, ça flirte parfois avec les conduites limites, très, très, très limites, mais pour autant pas réprimandées, en tout cas dans l'immédiat. Elles le seront peut-être, certaines le seront. Mais vous voyez, à titre, si je vous donne un exemple concret, aujourd'hui, on a un complément qui est plébiscité pour toutes les disciplines qui vont solliciter la fonction anaérobie lactique, à savoir en athlétisme les disciplines qui débutent du 400 mètres jusqu'au 3000 mètres, donc qui vont générer beaucoup d'acide lactique, et on sait qu'à un moment donné, à un tel pH, en fait, le muscle il perd son efficacité, et on n'a pas trouvé mieux, en effet, on savait pertinemment que le bicarbonate de sodium, et notamment ces ions H+, eh bien, allait tamponner cette acidose métabolique. Et où on a été chercher ça, ni plus ni moins dans la médecine et l'insuffisance rénale, et l'acidose métabolique en lien avec l'insuffisance rénale, et qu'on a tout simplement décliné sur le milieu du sport. Et aujourd'hui, on utilise le bicarbonate de sodium avec quand même des posologies qui vont jusqu'à 0,3, 0,6 grammes de bicarbonate de sodium par kilo de poids. Ce qui peut nous amener à faire des one-shots de bicarbonate de 30 grammes, d'accord, 2 heures avant l'épreuve. Et ce, avec des athlètes qui vont utiliser ça à chaque sortie. Ça veut dire, un athlète peut facilement courir une vingtaine de 400 mètres sur une saison. Donc, à 20 reprises, il va prendre 30 grammes en one-shot 2 heures avant de bicarbonate de sodium. Alors aujourd'hui, forcément, qu'est-ce qu'on a observé, c'est que beaucoup ne le supportaient pas, parce que du bicarbonate pur comme ça, 30 grammes, je vous invite à le tester.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des marques de diététique de l'effort ont conçu des gels, des hydrogels, en fait, que l'athlète va prendre en amont de son bicarbonate. En fait, il va préparer son hydrogel, il va ensuite mettre son bicarbonate de sodium dedans et ça va permettre ainsi une meilleure tolérance digestive. Alors après, quels sont les effets secondaires de l'utilisation du bicarbonate de sodium à ces dosages pendant plusieurs années? En fait, on n'a aucun recul. Mais pour autant, c'est utilisé pour les coureurs de 400 ou 3000 par 90% des meilleurs athlètes mondiaux. Donc c'est vrai que le sport de haut niveau reste quand même un laboratoire, on peut dire, qui certainement fait prendre des risques aux sportifs. Mais par définition, vous savez, il y a une étude aujourd'hui qui est parue sur les sports américains, et notamment le football américain, un sport particulièrement violent, l'étude reposait sur le fait de questionner les athlètes quant au fait de leur dire, voilà, êtes-vous prêt à mettre en danger votre carrière et votre espérance de vie à des fins d'être plus performants? Ben, la réponse était oui pour 100% des athlètes. À savoir, ils sont prêts à vivre moins longtemps, mais à être très performants. Alors, ce qui est rassurant, c'est que par ailleurs, il y a une autre étude qui est sortie, c'est qu'aujourd'hui, le sportif de haut niveau a quand même une espérance de vie par rapport à la population générale de 2 ans supérieure. Okay. Donc, on peut penser que c'est le sport? Que c'est sport, ou en tout cas, non, je pense plutôt des prédispositions déjà génétiques, certainement, et une hygiène de vie pendant la pratique et au-delà qui contribue certainement. Désolé, je suis on arrive maintenant à faire des microbilles qui permettent de libérer avec une libération progressive de diverses substances, ce qu'on pourrait imaginer donc une ingestion de ces microparticules permettant de libérer des composants actifs au cours de l'effort, ou ça se fait peut-être déjà. Je sais qu'on arrive à le faire avec des bactéries lactiques, par exemple, donc au niveau de la paroi stomacale, où on va coller donc des microbilles qui vont libérer des bactéries lactiques sur la journée plutôt que de les perdre directement dans les salles, quoi. Alors je ne sais pas si ça peut se faire donc au niveau... ça se fait au niveau des médicaments. Oui. Forme longue durée. Ouais. Mais ça pourrait être une libération de vitamine C, je ne sais pas, n'importe quoi. C'est pas encore un sujet dont j'ai entendu parler, en fait. Bon, maintenant, je ne suis pas au courant de tous les sujets, mais non, c'est pas encore quelque chose qu'on est, nous, en train d'expérimenter, quoi qu'il en soit. Mais oui, bien sûr, ça laisse... Vous savez, on s'inspire beaucoup, en tout cas, de ce qui se fait en médecine, et on le décline, en tout cas, chez le sportif de haut niveau, comme, encore une fois, la F1 sur les voitures de série. C'est exactement le même processus. Mais je n'ai pas encore, en tout cas, connaissance de ce type d'expérience. Encore en voiture. Bien sûr. Alors, le marché des compléments alimentaires est en pleine expansion quand même maintenant. Et j'ai l'impression que beaucoup de jeunes confondent un peu compléments alimentaires avec boissons énergisantes. Est-ce qu'il y a des choses sur ces aspects-là? Parce que bon, on leur fait boire un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Ça, c'est un sujet majeur chez les jeunes de notre équipe de France. Qui plus est, ces marques donc, qui produisent ces boissons énergisantes sont de toute évidence très puissantes et arrivent à même être sponsors d'événements sportifs majeurs. Au même titre que certains fast-food d'ailleurs. Sponsor principal du Comité international olympique. Bon, donc forcément que nous, on va, en tout cas, et moi d'autant plus, communiquer sur ce sujet-là, parce que ça peut s'avérer être à l'origine d'une contre-performance, clairement, parce que l'apport glucidique n'est pas du tout, je veux dire, adapté, la composition aussi des glucides apportés ne sont pas du tout les bons, donc oui, nous communiquons beaucoup sur ce sujet-là, de façon tout simplement à les mettre de côté. Et on a un exemple d'un athlète qui est en contrat chez une marque de boissons énergisantes qui se fait livrer une palette entière à chaque championnat,
de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier, qui se permet en plus de les apporter au service médical du championnat. Donc, inutile de vous dire que je suis passé par là avec les canettes, elles ont vite disparu. Voilà. Ah oui, oui, il faut être prêt à tout. Hein. Il faut être prêt à tout. Je ne sais pas s'il y a encore des questions parmi les gens qui sont là. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez en tout cas poser? A priori, non. Il y en a eu. Je me demandais, puisque vous vous occupez du coup des sportifs français, mais est-ce que vous avez eu des contacts avec des personnes comme vous qui s'occupaient des sportifs d'autres pays? Et est-ce que vous savez s'il y a une vraie différence du coup dans les besoins et les performances par rapport aux autres pays, parce qu'il y a d'autres cultures, d'autres alimentations qui sont pas forcément dans les pays européens, parce que je me dis que ça doit ressembler, mais Alors, en fait, c'est marrant parce que au sein des cellules d'optimisation, on a un expert qui lui fait de la veille internationale. D'accord? Donc, son job, c'est d'espionner un peu ce qui se passe chez les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on communique très peu entre nous. Très, très peu, parce que forcément, chacun pense détenir la vérité, chacun pense détenir l'arme ultime, et donc il est évident qu'on ne va pas la partager. Donc en fait, ou dans le cas contraire, si moi je rencontre mes homologues, ce sont des discussions qui vont être très basiques. Oui, tu utilises ça, oui, bien sûr. En fait, je leur apprends rien, ils ne m'apprennent rien. D'accord? Tout ça pour dire qu'il est difficile, pour le coup, de répondre à votre deuxième question, qui est celle de savoir ce que font les autres. Je sais en partie ce qu'ils font, parce qu'ils font sensiblement la même chose que nous. Maintenant, les particularités, non, je ne les connais pas. Je ne les connais pas parce qu'ils se les gardent bien pour eux, bien sûr. Après, en ce qui concerne les coureurs africains, les Kenyans ou Éthiopiens notamment, en ce qui concerne les courses de fond, aujourd'hui, vous avez pu vous rendre compte que nous avons gagné une médaille d'or sur 10 000 mètres au championnat du monde, qui est depuis 40 ans une épreuve trustée par l'Afrique de l'Est. Et vous voyez que ce sont donc des coureurs qui sont en train de jouer un peu les seconds couteaux sur piste. Pourquoi? Parce que d'une part, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé de mener une lutte de tous les jours contre le dopage dans ces pays. Qu'à ce jour, 150 Kenyans sont déjà tombés pour dopage. Et qu'il y a aussi un changement aussi de stratégie dans l'importance des courses auxquelles ils vont participer, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. Aujourd'hui, ce qui est en train de se développer, c'est les courses sur route, par exemple, sont beaucoup plus rémunératrices. Donc, autant avant, un athlète, par définition, il commençait sur la piste, et puis lorsqu'il était vieillissant, il partait sur la route. Alors que maintenant, en fait, les Kenyans et les Éthiopiens, à l'âge de 18 ans, 16 ans, ils partent d'entrée de jeu sur la route. Pourquoi ils partent tardivement? Parce que ça reste en plus un travail physique extrêmement usant, où ce sont des athlètes qui vont courir 400 km semaine. Donc c'est très traumatisant, donc c'est dur de faire de nombreuses années sur ce type de discipline. Et après, une discipline en plein essor, dont on est numéro 1 au monde, il faut le signaler, c'est le trail. Nous sommes la meilleure nation au monde, et les championnats du monde qui ont eu lieu la semaine dernière à Canfranc en Espagne ont encore confirmé que la France détenait le leadership sur ce sujet-là. J'étais d'ailleurs avec eux pour la préparation finale, où là aussi on jouait sur les apports glucidiques incroyables, et d'ailleurs ils ont beaucoup de problèmes dentaires pour le coup, à force d'ingurgiter des glucides, et puis des problèmes digestifs aussi, donc on les met au repos en post-effort. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est un sport qui est en plein essor, et comme par hasard, les coureurs de l'Afrique de l'Est sont en train d'arriver sur ces sports-là, parce que qui dit en plein essor, dire forcément qu'ils vont attirer des sponsors et donc de l'argent par définition. Voilà, mais on reste encore les premiers. D'autres questions? Moi, j'en ai encore une. Avec plaisir. La question de la physiologiste. Parce que normalement, je suis physiologiste, voilà, du comportement alimentaire.
Et moi, quand je faisais mes manips sur des sujets humains sains, on observait les comportements spontanés. L'air de rien, en même temps, on prenait du sang pendant quelques heures, on continue, puis on allait doser ce qu'il y avait dans le sang. Et donc, on essayait d'interpréter le comportement avec ce qu'on voyait dans le sang. Entre autres, la glycémie, évidemment. Moi, j'ai travaillé sur le déclenchement du repas, l'arrêt du repas, etc. etc. Et les physiologistes, ils disent, quand on a un besoin, le corps le sent. Et il va contrôler le comportement pour répondre aux besoins. Est-ce que nos sportifs de haut niveau sont encore capables de percevoir leurs besoins? Et en fait, j'en suis pas certaine. Non plus. Parce que comme on va au-delà quasiment des limites de la physiologie humaine, si ça se trouve, on a dépassé les systèmes qui sont en place, qui se sont mis en place au cours de l'évolution pour que l'organisme puisse se satisfaire. Et si ça se trouve, on va tellement au-delà qu'on ne peut plus percevoir. Mais ma question, c'est, est-ce qu'on ne peut plus percevoir? Est-ce qu'ils ne peuvent plus percevoir leurs besoins parce qu'on va au-delà de la physiologie ou parce que vu ce qu'on leur apprend de façon théorique, ils ne peuvent pas apprendre par eux-mêmes avec leur corps. C'est ça. L'apprentissage, normalement, c'est ça qui permet l'apprentissage physiologique. C'est ça qui permet. Ça, c'est une question intéressante puis complexe. Oui, complexe. Parce que au-delà de tous les signaux, en tout cas, de satiété ou de sensation de faim, un athlète de haut niveau, ce qu'il faut savoir, c'est ce qui fait sa force aussi, c'est cette capacité qu'il a à s'auto-analyser sur beaucoup de sujets. Un athlète de haut niveau, et vous le verrez, post-course, lorsque le journaliste lui tend le micro pour recueillir en tout cas ses impressions, et on verrait que les meilleurs mondiaux, ce qu'ils ont en plus, c'est une capacité d'analyse qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont être en capacité de vous décortiquer une course qui s'est passée en moins de 10 secondes et de vous dire, voilà, au 25 mètres, j'ai fait une erreur technique, mon pied est parti légèrement sur la droite. Et malgré le fait, en effet, que l'on essaie de les formater sur beaucoup de sujets, parce que on essaie de les formater sur le plan technique. Pourquoi? Parce qu'on sait que au niveau de la biomécanique, on sait qu'en posant le pied d'une telle façon, on sera plus performant. Donc, quelque part, on essaie de tous les formater, de façon à les transformer. C'est pour ça qu'on entend très souvent des grands athlètes mondiaux qui vont dire, ben voilà, je me suis planté aujourd'hui parce que je suis pas un robot, je suis un humain, justement. Et que ma performance, elle dépend de beaucoup de paramètres. Et ce, malgré le fait que l'on m'oblige justement à courir toujours de la même façon, et ce, quelles que soient les conditions extérieures. Alors, sur le plan alimentaire, ça reste un sujet majeur. Et c'est vrai que là aussi, bien sûr, on essaie de les formater selon des modèles théoriques, de leur dire que voilà, tu fais ça, il te faut ça. Et que c'est peut-être pas pour rien non plus. On a jusqu'à 35% de prévalence de troubles du comportement alimentaire chez les coureurs de demi-fond et fond, d'accord, qui sont donc les disciplines les plus énergétiques, nécessitant justement des apports glucidiques à l'effort majoré par rapport aux autres disciplines. Donc c'est un sujet majeur, les TCA dans le milieu du sport de haut niveau, avec inévitablement des répercussions qui vont aller bien au-delà de la carrière sportive. Nous, on travaille de plus en plus dessus. On a au sein de la cellule d'optimisation une psychologue clinicienne avec laquelle on a créé tout un module justement sur les troubles du comportement alimentaire destiné aux athlètes et aux encadrants, parce que les encadrants ont leur part de responsabilité aussi sur ce sujet-là, quant à des discours complètement inadaptés. D'accord. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport de haut niveau, c'est très dur. C'est très, très dur. Et que personne ne va vous attendre. Que voilà, s'il y a une chance à saisir, bah, c'est maintenant et c'est pas demain. Et qu'à partir de là, très rapidement, le moindre sujet non maîtrisé peut devenir un facteur limitant. Donc, bon, voilà.
c'est vrai que parfois ça manque peut-être de pédagogie, d'écoute. Mais c'est la dure réalité, qu'on le veuille ou non. Juste un point, parce que j'ai dit des bêtises dans les cours que tu donnais à Lisa, donc je te laisse rectifier les thématiques. J'ai parlé de troubles de la déglutition, je crois que c'est la dénutrition. C'est la dénutrition. Complètement, c'est la dénutrition, en effet, la dénutrition hospitalière où j'étais expert à l'hôpital. Et d'ailleurs, sujet qui m'a, en tout cas, expertise qui m'a grandement servi dans le milieu du sport de haut niveau, parce qu'on manipule beaucoup de compléments nutritionnels, notamment en oncologie, visant à renutrir les patients particulièrement dénutris, avec justement des teneurs en protéines extrêmement intéressantes, des produits qui plus est très élaborés, très sécurisés aussi. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup de produits, en tout cas, utilisés en nutrition clinique. Et je dirais, c'est un peu ma particularité, mon originalité, que d'arriver du milieu hospitalier dans le milieu du sport, et de m'inspirer grandement de ce qu'on peut faire auprès du sportif, que ce soit aussi d'ailleurs dans la démarche de soins, qu'on appelle de soins, avec toute cette notion de bilan, avis diagnostic, de stratégie, d'objectif, d'indicateur, qui n'est pas forcément, en tout cas, une démarche maîtrisée par beaucoup d'experts qui n'ont connu que le milieu du sport. C'est pour ça que je dois beaucoup, en tout cas, à ma formation hospitalière, et d'autant plus à l'Épître-Salpêtrière, qui est un hôpital quand même d'excellence sur le sujet de la nutrition, et qui, justement, aujourd'hui m'a grandement servi, en tout cas, pour en être arrivé là où je suis. Pardon. C'est peut-être Sylvie qui peut répondre, parce que moi, je trouve qu'il y a peut-être pas suffisamment de choses qui sont faites entre la relation entre la nutrition diététique et le plaisir. Je me souviens de quelques semaines passées à l'hôpital où on m'a fait ingurgiter des boissons protéinées, et c'était une horreur à boire. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites sur le côté plaisir, en fait. Hein. L'alimentation doit être aussi un plaisir. Donc, je pense que si on y associe le plaisir et le côté nutritionnel et diététique, je crois qu'on ira aussi très, très loin sur ce volet de compléments alimentaires et de nutrition diététique. Je ne sais pas si c'est... Il bien connaître. Mathieu connaît aussi bien, voire mieux que moi, cet aspect-là, nutrition-plaisir. Mais j'aurais tendance à dire, à certains moments à l'hôpital, il y a des priorisations qui se font, et entre la qualité gustative d'un complément et la nécessité, alors peut-être qu'on pourrait mieux jongler entre les deux, et la nécessité d'apporter à un patient ce qu'il lui faut, je crois que malheureusement on ne priorise pas le goût. Oui, et pour compléter en tout cas la réponse de Sylvie, l'hôpital dénutrit les patients. Oui, ça c'est une certitude. Oui, c'est vrai. Hein. Oui. Alors que idéalement ils sont là quand même pour être soignés et tant qu'à faire guérir d'une pathologie. Mais malheureusement, le constat est celui-ci, c'est qu'on arrive à dénutrir les patients à l'hôpital. Alors c'est vrai aussi qu'un patient par définition est hospitalisé pour recevoir des soins qui ont malheureusement des effets secondaires qui vont aller à l'encontre de la prise alimentaire et donc forcément majorer le risque de dénutrition. Et lorsque, qui plus est, il y a un certain manque de personnel qui va faire que le patient ne va pas pouvoir choisir ses repas, par exemple, ne va pas pouvoir choisir les goûts de ses compléments nutritionnels, pour en venir à ce sujet-là, forcément qu'on est complètement à côté de la plaque, malheureusement. Je laisse Sylvie clôturer. Merci encore. Je rebondis sur l'hôpital dénutrit ses patients, sauf en psychiatrie où nous avons des problèmes de surpoids. Et donc, dans tous les clans, la problématique, c'est de lutter contre la dénutrition, sauf dans les clans, les comités de liaison pour l'alimentation et la nutrition, qui en psy sont pour au contraire essayer de... Voilà. Le monde est bizarre. Bref, merci encore 1000 fois Mathieu pour ce témoignage qui a suscité beaucoup de questions, et je pense qu'il y en aurait beaucoup d'autres. J'aurais voulu, mais nous n'avons pas le temps, te poser des questions sur ton expérience à l'opéra, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire à mon avis. Mais en tout cas, 1000 merci. À bientôt peut-être pour un after work, mais sûrement ailleurs.
Et puis, je ne sais pas si Et Joël puis on peut peut, dire un oui, mot. oui, on peut donner rendez-vous. Oui, absolument. Bien. On peut vous donner rendez-vous pour le mois de décembre pour les 10e Afterwork, donc, où là on parlera de relations entre la couleur et l'odeur. Donc c'est Muriel Jacot, donc, qui est maître de conférence donc, à l'ENSAIA de Nancy et qui a travaillé quelques années chez Gévaudan, qui nous fera des relations donc, un peu curieuses. Non pas le goût et la couleur, mais l'odeur. Voilà, à bientôt à tous. Merci de nous avoir suivis et puis donc on remercie encore une fois Mathieu. Merci.